Ce texte a été réalisé pour la chaîne YouTube Miłość w blasku świek. La chaleur étouffante de la salle de bal des Cavendish pesait sur les épaules de Clara Vance comme une chape de plomb. Autour d'elle, les rires légers de la haute société londonienne résonnaient sous les lustres de cristal, tandis que les accords d'une valse s'élevaient dans l'air saturé de parfums et de cire chaude. Pour n'importe quelle jeune fille de 20 ans, cette soirée aurait dû être un triomphe. Mais pour Clara, elle sonnait le glas de sa liberté. Sa mère, Lady Vance, s'approcha d'elle, un sourire de façade figé sur ses lèvres fardées. Elle posa une main gantée de dentelle sur le bras de sa fille, serrant les doigts avec une force qui trahissait son angoisse. « C'est fait, Clara », murmura sa mère, à voix basse, ses yeux balayant nerveusement la foule, pour s'assurer que personne ne les écoutait. La douairière de Rutherglen a accepté nos conditions. Les dettes de ton défunt père seront entièrement rachetées dès que le contrat sera signé. Tu vas épouser Julian Rutherglen. Le cœur de Clara manqua un battement. Julian. Elle l'avait à peine entrevu lors de quelques thés guindés. C'était un jeune homme doux, presque effacé, dont la gentillesse ne parvenait pas à masquer la faiblesse de caractère. Mais ce n'était pas Julian qu'elle épousait réellement. Elle épousait la fortune des Rutherglen, vendant son avenir pour éviter à sa mère et à sa jeune sœur la misère et le déshonneur d'une faillite publique. « Julian est un bon parti, Clara », insista sa mère, sa voix tremblante d'un soulagement désespéré. « Tu seras à l'abri du besoin. Le domaine de Rutherglen est l'un des plus vastes du pays. Remercie le ciel pour cette chance. »« Cette chance ressemble fort à une condamnation, mère, » répondit Clara d'une voix blanche. Le regard sévère de sa mère fut sa seule réponse. Clara sentit la gorge lui serrer. L'air de la salle devint soudain irrespirable. Les visages des invités se brouillèrent sous l'effet d'une panique soudaine. Elle avait besoin d'air, de silence, loin de ces vautours dorés qui l'observaient en chuchotant sur la ruine imminente de sa maison. Sans un mot de plus, elle tourna le dos à sa mère, ignorant ses appels discrets, et se dirigea d'un pas rapide vers les grandes portes-fenêtres qui s'ouvraient sur la terrasse. Dehors, le ciel de Londres s'était drapé d'un noir d'encre. Une pluie d'orage, violente et soudaine, s'abattait sur les dalles de pierre. Clara ne s'arrêta pas. Elle descendit les marches menant au jardin sombre, ignorant les gouttes froides qui commençaient à transpercer le tissu délicat de sa robe de bal, en soie vert de haut. Ses souliers de satin furent instantanément trempés, mais elle continua de marcher, presque de courir, trouvant dans la morsure de la tempête une étrange et salvatrice liberté. À l'abri d'un grand chêne, elle s'arrêta enfin, le souffle court, ses cheveux sombres collés à ses tempes. Elle ferma les yeux, laissant l'eau glacée laver les larmes de colère qui menaçaient de couler. Elle était vendue. Sa vie entière était désormais tracée par des avocats et des signatures sur du parchemin. Non loin de là, sur la terrasse, un homme observait la silhouette solitaire sous l'orage. Lord Arthur Rutherglen, comte de Rutherglen, s'était retiré du bal pour échapper à l'ennui des conversations mondaines. En voyant cette jeune femme s'enfuir ainsi dans la tempête, sans cape ni chapeau, son premier réflexe fut la surprise, rapidement remplacée par une profonde inquiétude. Une dame de sa condition n'avait rien à faire seule dehors par un tel temps. Arthur descendit les marches à son tour. Sa haute stature et son manteau de laine sombre le protégeaient en partie de l'averse, mais il s'en moquait. Ses yeux bleus, habituellement si froids et calculateurs, étaient fixés sur la silhouette qui s'enfonçait sous les arbres du parc. Il la suivit d'un pas rapide et décidé. Clara entendit le bruit de pas lourds écraser le gravier détrempé. Elle sursauta et se retourna, le cœur battant la chamade. Un homme approchait. À la lueur blafarde d'une lanterne de jardin lointaine, elle devina sa silhouette imposante, ses épaules larges et l'autorité naturelle qui émanait de sa démarche. « Vous allez attraper la mort, mademoiselle », dit-il d'une voix grave et chaude qui résonna étrangement à travers le fracas de la pluie. « La mort est parfois plus douce que la comédie de vos salons, monsieur », répliqua Clara,
redressant fièrement le menton malgré les frissons qui parcouraient son corps. Arthur s'arrêta à 2 pas d'elle. Il fut frappé par la beauté sauvage de cet inconnu. Ses yeux sombres brillaient d'une colère farouche, et sa posture, bien que tremblante de froid, exprimait une fierté indomptable. Sans hésiter, il retira son lourd manteau de voyage et le posa sur les épaules nues de la jeune femme. La chaleur du vêtement, imprégnée d'une odeur de cuir et de tabac blond, enveloppa instantanément Clara. « Vous devriez rentrer », insista-t-il doucement, faisant un pas de plus pour la protéger du vent avec son propre corps. « Qui que vous soyez, aucun chagrin ne mérite que vous ruiniez votre santé. »« Vous ne savez rien de mon chagrin, » répondit-elle, sa voix faiblissant sous l'effet de l'émotion. « Vous ne savez rien de ce que l'on exige de nous, au nom du devoir et du nom que nous portons. » Arthur la regarda avec une intensité nouvelle. Ses propres responsabilités de chef de famille, le poids de son titre et les exigences constantes de sa mère pesaient souvent sur lui de la même manière. Pour la première fois de sa vie, il se sentit compris par une parfaite inconnue rencontrée au milieu d'une tempête. « Je sais ce que c'est que d'être prisonnier d'un rôle, » dit-il doucement. « Mais ce soir, la pluie efface les rôles. Vous n'êtes qu'une femme en détresse et je ne suis qu'un homme qui refuse de vous laisser souffrir. » Il leva lentement la main et, d'un geste d'une infinie délicatesse, écarta une mèche de cheveux mouillés qui collait à la joue de Clara. Le contact de ses doigts chauds contre sa peau glacée fit frémir la jeune femme, non pas de froid, mais d'une émotion si vive qu'elle en eut le souffle coupé. Leurs regards se croisèrent et restèrent suspendus. Dans l'obscurité de l'orage, une connexion indéniable, presque magique, venait de se nouer entre eux. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il, sa voix trahissant un trouble qu'il n'avait pas anticipé. Clara baissa les yeux sur le manteau qui l'enveloppait. Elle savait qu'elle ne pouvait pas lui dire la vérité. Demain, elle serait officiellement fiancée. Elle appartenait déjà à un autre homme, à une autre famille. Ce moment de liberté sous la pluie devait rester un secret, une parenthèse enchantée avant sa condamnation. « Ne me le demandez pas, » murmura-t-elle. « Ce soir, je n'ai pas de nom, et demain, j'appartiendrai à un monde où les rêves n'ont pas leur place. » Au loin, le bruit d'une voiture approchant de la grille du jardin brisa le charme. Clara fit un pas en arrière, laissant glisser le manteau d'Arthur de ses épaules. Il tenta de la retenir par le poignet, mais elle fut plus rapide. Elle lui jeta un dernier regard, chargé de regret et de gratitude, puis s'enfuit en courant vers la lueur des fenêtres du bal, le laissant seul sous la pluie battante. Arthur resta immobile, observant la direction qu'elle avait prise. Son cœur battait avec une force inhabituelle. Il ignorait tout d'elle, mais il savait qu'il venait de vivre un instant qui changerait sa vie à jamais. Ce qu'il ignorait plus encore, c'est que cette femme mystérieuse qu'il venait de secourir était celle-là même que sa mère avait choisie pour devenir l'épouse de son propre frère, Julian. Le voyage en calèche vers Rutherglen Park avait semblé interminable à Clara. Assise en face de sa mère, elle regardait défiler le paysage de la campagne anglaise sans réellement le voir. Les collines verdoyantes et les forêts denses se succédaient sous un ciel gris et menaçant, rappelant à Clara la tempête de la veille. Depuis cette nuit-là, le souvenir des bras chaleureux de l'inconnu et de son regard intense ne l'avait pas quittée. Elle avait encore sur la peau la sensation de ses doigts effleurant sa joue. Mais aujourd'hui, la réalité reprenait ses droits. Elle entrait dans la demeure de son futur époux. La calèche s'arrêta enfin devant un immense château de pierre grise, entouré de jardins impeccables. C'était une demeure ancienne, majestueuse et intimidante, qui proclamait la puissance de la famille Rutherglen. En descendant de voiture, Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle redressa le menton, lissant nerveusement les plis de sa robe de voyage vert forêt, et suivit sa mère à l'intérieur. Le majordome les conduisit à travers de vastes couloirs, ornés de portraits d'ancêtres au regard sévère, jusqu'au grand salon de réception. La pièce était baignée d'une lumière tamisée, réchauffée par un grand feu de cheminée. Sur un canapé de velours cramoisi siégeait Lady Eleanor Rutherglen, la douairière.
Sa posture était d'une rigidité royale, et ses yeux sombres, froids et calculateurs se posèrent immédiatement sur Clara. Dans sa main gantée, elle tenait un éventail en dentelle noire qu'elle tapotait doucement contre sa paume. Un rythme régulier et agaçant qui semblait mesurer le temps restant avant leur soumission totale. À ses côtés se tenait Julien. Le jeune homme affichait un sourire timide, presque embarrassé. Dès que Clara entra, il passa une main distraite dans ses cheveux bouclés et détourna un instant le regard vers la grande fenêtre qui donnait sur le parc, comme s'il cherchait une échappatoire. « Soyez les bienvenus à Rutherglen Park », dit Lady Eleanor d'une voix traînante, mais dénuée de toute chaleur. « La ponctualité est une vertu que j'apprécie. Lady Vance, installez-vous. » Clara et sa mère prirent place sur les sièges qui leur étaient désignés. Julian s'approcha poliment et s'inclina devant Clara. « Je suis ravi de vous revoir, mademoiselle Vance, dit-il doucement. J'espère que votre voyage n'a pas été trop éprouvant. Il s'est déroulé sans encombre. Je vous remercie, Julien, répondit Clara en s'efforçant de lui sourire. Julien était indéniablement gentil, mais en le regardant, Clara ne ressentait rien d'autre qu'une tendre pitié. Il n'y avait aucune force en lui, aucune de cette présence magnétique qui l'avait fait frémir la nuit précédente sous l'orage. Soudain, les doubles portes du salon s'ouvrirent à la volée. Le majordome annonça d'une voix solennelle « Le comte de Rutherglen ». Clara tourna la tête, s'attendant à voir entrer un vieil oncle ou un tuteur acariâtre. Mais lorsqu'elle vit l'homme qui franchissait le seuil, son cœur rata un battement et le sang se glaça dans ses veines. C'était lui, l'inconnu de la pluie, l'homme qui l'avait abrité sous son manteau, qui l'avait regardé avec tant de douceur et de trouble. Il portait aujourd'hui une redingote sombre, parfaitement ajustée. Ses cheveux noirs étaient soigneusement coiffés, mais sa haute stature et ses épaules larges, c'était indubitable. Il était le comte. Il était le frère aîné de son fiancé. Arthur s'arrêta net au milieu de la pièce. Ses yeux bleus se fixèrent sur Clara. Pendant une seconde, une fraction de seconde, elle vit la surprise et une lueur de reconnaissance traverser son regard. Puis, presque instantanément, cette lueur s'éteignit, remplacée par un masque de glace d'une dureté absolue. Ses traits se contractèrent et sa mâchoire se serra. Il commença à faire tourner lentement son lourd anneau sigillaire en or autour de son doigt. Un geste machinal qui trahissait une immense colère contenue. « Arthur, » dit Lady Eleanor en agitant légèrement son éventail. « Je te présente mademoiselle Clara Vance, la fiancée de ton frère, ainsi que sa mère. » Arthur s'avança lentement vers Clara. Chacun de ses pas résonnait sur le parquet comme une sentence. Lorsqu'il s'arrêta devant elle, la chaleur du souvenir de la nuit passée s'évapora complètement. Le regard qu'il posait sur elle n'était plus celui de l'homme protecteur de la tempête. C'était celui d'un juge inflexible. Il la regardait comme si elle était une intrigante, une menteuse qui avait joué la comédie de la détresse sous la pluie pour mieux s'introduire dans sa famille. « Mademoiselle Vance, dit-il, sa voix grave désormais dépouillée de toute la chaleur qu'elle y avait trouvée la veille. C'est un honneur de vous accueillir sous notre toit. » Clara sentit le piège se refermer sur elle. Il pensait qu'elle savait. Il pensait qu'elle l'avait séduit sciemment, ou qu'elle s'était jouée de lui. L'incompréhension et la blessure menacèrent de briser sa contenance, mais son orgueil prit le dessus. Elle redressa le menton d'un geste sec et croisa ses mains sur sa robe, dissimulant le tremblement de ses doigts. « L'honneur est partagé, Lord Rutherglen, » répondit-elle d'une voix ferme, plongeant son regard dans le sien sans ciller. « Mon frère m'a beaucoup parlé de vous, » poursuivit Arthur, son ton de voix glacial dissimulant à peine un sous-entendu méprisant. « Il m'a assuré que vous étiez une jeune femme pleine de surprises. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce que la fiancée de mon frère soit déjà si familière avec les tempêtes de notre région. » Lady Eleanor fronça les sourcils, interrompant le tapotement de son éventail. « Que veux-tu dire par là, Arthur ? » « Rien de plus que ce que j'ai dit, mère, » répondit Arthur sans quitter Clara des yeux. « Mademoiselle Vance semble être une personne qui sait exactement ce qu'elle veut.
et qui n'hésite pas à braver les éléments pour l'obtenir. N'est-ce pas, mademoiselle? Le sous-entendu était clair. Il l'accusait d'être une calculatrice, une courtisane ambitieuse venue s'emparer de la fortune de Julien. Clara sentit la colère monter en elle. Elle voulait lui crier qu'elle n'avait jamais voulu de ce mariage, qu'elle était forcée de sacrifier sa vie pour sa famille. Mais elle ne pouvait rien dire sans trahir sa mère et ruiner leur dernière chance de salut. Je fais simplement ce que mon devoir m'impose, milord, répliqua Clara, maintenant son regard fier malgré la douleur qui lui serrait la poitrine. Et je respecte toujours mes engagements, quelles que soient les circonstances. Julian, sentant la tension monter sans en comprendre la cause, intervint avec sa douceur habituelle. Arthur se montre parfois un peu trop protecteur envers le domaine et notre famille, Clara. Ne lui en tenez pas rigueur. Arthur laissa échapper un léger rire sans joie, continuant de faire tourner son anneau d'or. En effet, en tant que chef de cette maison, il est de mon devoir de veiller à ce que personne ne s'introduise chez nous sous de faux prétextes. Le repas de bienvenue qui suivit fut un supplice. Assise en face d'Arthur, Clara sentait son regard inquisiteur peser sur elle à chaque instant. L'homme qui l'avait fait rêver sous la pluie était devenu son plus redoutable ennemi. En acceptant d'épouser Juliane pour sauver les siens, elle venait d'entrer dans une cage dorée, dont Arthur Rutherglen gardait la clé. Et il était bien décidé à ne lui laisser aucun répit. La clarté crue du matin inondait la salle à manger de Rutherglen Park, faisant briller l'argenterie polie et la porcelaine fine disposée sur la nappe de lin blanc. Malgré la beauté du jour, l'atmosphère autour de la table était aussi glaciale que la veille. Clara s'était assise bien droite, s'efforçant de maintenir une contenance sereine, alors que chaque muscle de son corps était tendu par l'effort. À sa gauche, Julienne coupait distraitement son toast, tandis qu'à l'extrémité de la table, la douairière Eleanor surveillait chaque geste de Clara avec une attention de rapace. Lady Vance, fatiguée par le voyage de la veille, avait préféré rester dans ses appartements, laissant Clara seule face à la famille Rutherglen. Arthur trônait en bout de table, le visage plongé dans l'ombre relative de la haute fenêtre. Il ne mangeait presque pas. Ses yeux bleus ne quittaient pas Clara, et de temps à autre, le tintement discret de son lourd anneau sigillaire en or contre sa tasse de porcelaine trahissait sa vigilance constante. Le silence n'était brisé que par le bruit des couverts et le tapotement sec de l'éventail de la douairière, qui s'impatientait de voir la jeune fille faiblir. « Dites-moi, mademoiselle Vance, » commença Arthur d'un ton faussement léger, rompant le silence pesant. « La vie à Londres doit grandement vous manquer. Notre campagne est si calme, si prévisible. On s'y ennuie vite quand on est habitué aux distractions de la saison et aux intrigues des salons. Le calme me convient parfaitement, Lord Rutherglen, » répondit Clara en redressant le menton. Les distractions de la saison sont souvent superficielles, et les intrigues ne m'ont jamais intéressé. Vraiment? Intervint la douairière, posant sa tasse avec un cliquetis sec. Pourtant, votre mère semblait très empressée de vous faire participer à chaque bal. C'est là que vous avez rencontré Julien, n'est-ce pas? Une heureuse coïncidence pour une famille si récemment éprouvée par le destin. La pique était directe. Eleanor faisait allusion à la ruine financière des Vance. Clara sentit le rouge lui monter aux joues, mais elle refusa de baisser les yeux. Elle croisa fermement ses mains sur ses genoux sous la table pour masquer leur tremblement. Arthur reprit, sa voix grave et douce mais acérée comme une lame. « Ma mère a raison. Les mariages arrangés à la hâte dans la cohue de Londres laissent parfois peu de place à la réflexion. Julien est d'une nature confiante et rêveuse. Il voit le bien partout, parfois au détriment de la réalité. Mais en tant que chef de famille, je me dois d'être plus pragmatique. Qu'attendez-vous réellement de cette union, mademoiselle Vance? La sécurité d'un domaine prospère? Un nom pour effacer les dettes? Julien s'agita sur sa chaise, passant une main mal à l'aise dans ses cheveux bouclés. « Arthur, je t'en prie, ce n'est pas le moment de mener un interrogatoire. Clara est notre invitée. » « Au contraire, Julien, » répliqua Arthur sans détacher son regard de Clara. « Mademoiselle Vance est sur le point de lier son destin au nôtre.
Il est juste que nous comprenions ses motivations. Une alliance solide repose sur la vérité, pas sur des faux-semblants de bals masqués. Clara comprit le piège. Arthur cherchait à la faire trébucher, à lui faire avouer qu'elle n'était là que pour l'argent. Il la provoquait pour prouver à son frère qu'elle n'était qu'une intrigante vénale, méritant le mépris qu'il lui portait depuis qu'il avait découvert son identité. La colère, chaude et salvatrice, remplaça sa nervosité. Elle posa ses couverts et fit face directement au comte, plongeant ses yeux sombres dans les siens. « Vous parlez de vérité, Lord Rutherglen, commença-t-elle, sa voix résonnant avec une clarté cristalline dans la pièce silencieuse. Alors permettez-moi de vous l'offrir sans phare. Ma famille traverse des épreuves financières que tout Londres connaît désormais. Je ne le nie pas et je n'en ai pas honte, car mon père était un homme d'honneur qui a été trompé par des associés sans scrupules. » Elle marqua une pause, fixant Arthur dont le mouvement de l'anneau s'était brusquement arrêté sous l'effet de sa franchise. « Si j'épouse votre frère, c'est parce que c'est mon devoir d'aider les miens, poursuivit-elle, la voix vibrante de fierté. Mais ne vous y trompez pas, je ne viens pas ici en mendiante. J'apporte à cette union mon nom, mon éducation et mon dévouement sincère envers Julien. Je respecte votre frère pour sa gentillesse et sa droiture, des qualités qui semblent parfois faire défaut à ceux qui se croient supérieurs sous prétexte qu'ils détiennent que le pouvoir. Je n'ai aucune intention de nuire à votre maison, mais je ne permettrai pas non plus que l'on insulte mon intégrité. » Un silence de mort s'abattit sur la salle à manger. Juliane regardait Clara avec une admiration mêlée de surprise, tandis que la douairière Eleanor restait figée, les yeux écarquillés par l'audace inouïe de la jeune femme. Personne n'avait jamais osé parler ainsi au comte de Rutherglen, encore moins une jeune fille sans dot, dont le sort dépendait de leur bon vouloir. Arthur resta immobile, le regard fixé sur Clara. La colère et la méfiance qui l'habitaient depuis la veille semblèrent vaciller. Il s'était attendu à des larmes, à des dénégations hypocrites ou à une soumission craintive. Au lieu de cela, il faisait face à une femme d'une fierté absolue, dont la noblesse d'âme surpassait de loin la pauvreté de sa bourse. Ses yeux sombres brillaient d'une sincérité désarmante qui le toucha au plus profond de lui-même. Il sentit un trouble nouveau l'envahir. Cette fierté, cette force de caractère indomptable, c'était exactement ce qui l'avait fasciné sous la pluie de Londres. Elle n'était pas l'intrigante froide qu'il voulait détester pour se protéger de ses propres sentiments. Elle était une victime consentante de son devoir familial, tout comme lui l'était du sien. Arthur fit tourner son anneau une dernière fois, puis posa ses mains à plat sur la table. Son regard se radoucit imperceptiblement, perdant sa dureté initiale. « Vos paroles sont franches, mademoiselle Vance, dit-il d'une voix plus basse, presque feutrée. C'est une qualité rare dans nos salons, et je dois admettre que je la respecte. La franchise est la seule richesse qu'il me reste, milord, répliqua-t-elle, refusant de rompre le contact visuel. Et je compte bien la conserver, même sous ce toit. » La douairière Eleanor brisa le silence d'un rire sec et sans joie, agitant nerveusement son éventail. « Eh bien, quelle fougue ! J'espère que cette ardeur se traduira par une bonne tenue de notre maison, et non par des scènes inappropriées devant nos invités. Julien, tu devrais faire visiter les jardins à ta fiancée. L'air frais lui calmera les esprits. » « Excellente idée, mère, » dit Julien en se levant précipitamment, visiblement soulagé de mettre fin à la confrontation. « Clara, me feriez-vous l'honneur de m'accompagner ?»« Avec plaisir, Julien, » répondit Clara. Elle se leva, salua la douairière d'une inclinaison de tête parfaite, puis tourna son regard vers Arthur. Le comte s'était levé lui aussi. Il la salua d'un geste mesuré, mais ses yeux bleus ne la lâchaient pas. Il y avait dans son regard quelque chose de profondément changé. Le mépris avait disparu, remplacé par une curiosité intense et un trouble évident qu'il ne parvenait plus tout à fait à masquer. Clara sortit de la pièce aux côtés de Julien, mais elle sentait encore le poids du regard d'Arthur sur elle. Elle avait tenu tête au comte dans sa propre demeure, et en faisant cela, elle venait de briser la barrière de sa méfiance. Arthur ne la voyait plus comme une simple menace pour son frère.
Il la voyait désormais comme une femme égale en force et en fierté, rendant leur proximité forcée infiniment plus dangereuse pour le cœur de l'un comme de l'autre. L'après-midi était fraîche et balayée par un vent vif venu de la mer, qui faisait bruire les ajoncs dorés le long des falaises de Ruteglen. C'était une côte sauvage et escarpée, où le sentier de terre serpentait dangereusement entre la lande et le vide. Clara, montée sur une jument baie nommée Diane, respirait à plein poumon l'air salin. Pour la première fois depuis son arrivée au domaine, elle se sentait presque libre, loin des plafonds peints et des regards inquisiteurs de la douairière. À ses côtés, Julien chevauchait avec une aisance décontractée. Il parlait avec enthousiasme de ses projets d'aquarelle, décrivant la lumière changeante sur l'océan. Il était un compagnon agréable, prévenant et d'une douceur constante, mais Clara ne pouvait s'empêcher de remarquer qu'il manquait de cette vigilance naturelle que l'on attend d'un cavalier sur des chemins aussi difficiles. Il laissait les rênes lâches, plus attentif aux nuances du ciel qu'aux réactions de sa propre monture. Quelques pas derrière eux, Lord Arthur fermait la marche sur son grand étalon noir. Il était resté silencieux depuis le départ du château, mais sa présence physique était écrasante. Clara sentait son regard fixé sur sa nuque, une surveillance constante qui l'irritait autant qu'elle la troublait. Depuis leur confrontation lors du petit déjeuner, une trêve fragile s'était instaurée, mais la tension entre eux restait palpable, comme l'électricité qui précède l'orage. « Regardez ces rochers, Clara, » dit Julien en désignant du bout de sa cravache une crique en contrebas. « La marée basse y laisse des reflets magnifiques. Nous devrions y descendre un jour. Le sentier est trop abrupt pour les chevaux, Julien. » Intervint la voix grave d'Arthur derrière eux. Et le vent se lève. Nous devrions faire demi-tour et regagner les bois. « Arthur, tu es toujours si prudent, » répondit Julien en riant, sans toutefois contredire son frère. « Clara est une excellente cavalière. Elle n'a rien à craindre. » À cet instant, un grand oiseau de mer, effrayé par le bruit des sabots, jaillit brusquement d'un buisson d'ajoncs juste sous le nez de la jument de Clara. L'animal, déjà rendu nerveux par les rafales de vent, poussa un hennissement de terreur et se cabra violemment. Clara, surprise, tenta de ramener les rênes à elle, mais la jument, paniquée, refusa d'obéir. Diane tourna bride et s'élança dans un galop frénétique, non pas vers le chemin du retour, mais tout droit vers la crête de la falaise, là où le sol s'effondrait à pic dans l'océan. « Clara !» cria Julien. Mais le jeune homme, paralysé par la surprise et peu habitué aux réactions d'urgence, ne parvint pas à lancer son cheval à sa suite. Il tira sur ses propres rênes, manquant de faire trébucher sa monture, et resta en arrière, impuissant. Arthur, en revanche, n'hésita pas une seule seconde. Avant même que le cri de son frère ne se perde dans le vent, il avait éperonné son étalon noir. L'animal puissant bondit en avant dans une détente spectaculaire. Arthur fit preuve d'une maîtrise absolue, guidant sa monture sur le terrain accidenté avec une vitesse effrayante. Clara luttait de toutes ses forces pour dévier la trajectoire de sa jument, mais ses doigts glissaient sur le cuir mouillé. Le bord de la falaise se rapprochait à une vitesse terrifiante. Elle voyait l'écume blanche des vagues se briser sur les rochers, des dizaines de mètres plus bas. La panique commença à l'envahir, paralysant ses bras. Elle ferma les yeux, se préparant au choc. Soudain, le galop lourd de l'étalon d'Arthur résonna juste à sa gauche. Le grand cheval noir remonta à la hauteur de la jument en détresse. Dans un mouvement d'une audace folle, Arthur lâcha ses propres rênes d'une main, se pencha hors de sa selle et passa son bras puissant autour de la taille de Clara. « Lâchez les étriers !» lui cria-t-il d'une voix qui couvrait le fracas du vent et des vagues. Clara obéit d'instinct. D'une seule traction vigoureuse, Arthur la souleva de sa selle et la tira contre lui, la ramenant sur le pommeau de sa propre monture, tandis qu'il redressait son étalon d'une main de fer. Le cheval noir glissa sur les pierres meubles, ses sabots frôlant dangereusement le vide, avant de retrouver l'équilibre et de s'arrêter net, tout près du précipice. La jument de Clara, libérée de son poids, s'arrêta quelques mètres plus loin, tremblante mais saine et sauve. Pendant plusieurs secondes,
Le seul bruit fut celui du souffle court des chevaux et le grondement de la mer en contrebas. Arthur tenait Clara serrée contre sa poitrine. Ses bras l'enveloppaient avec une force presque douloureuse, comme s'il refusait de la laisser partir, comme s'il craignait que le vent ne l'emporte à nouveau. Clara, le visage enfoui dans le col de la redingote d'Arthur, sentait le battement frénétique et désordonné de son cœur contre sa joue. Elle tremblait de tout son corps, mais la chaleur qui émanait de lui l'apaisait instantanément. Elle leva les yeux vers lui. Le masque de glace du comte avait totalement disparu. Ses traits étaient contractés par une terreur pure, une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée à personne. Ses yeux bleus, habituellement si froids, brûlaient d'une intensité sauvage. Ses doigts se crispèrent dans le tissu de sa robe. « Oh, vous êtes sauve !» murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. « Mon Dieu, Clara, j'ai cru que je vous perdais. » L'utilisation de son prénom, prononcée avec une telle détresse et une telle tendresse, bouleversa Clara. Il n'y avait plus de ressentiment dans sa voix, plus de soupçon sur ses motifs. Il n'y avait que la peur brute de la voir mourir. Dans ce moment de vérité absolue, dépouillée de toutes les conventions sociales, Clara comprit que l'attraction qu'elle ressentait pour lui était partagée avec la même violence. Arthur approcha son visage du sien, son regard descendant un instant vers ses lèvres. Leurs souffles se mêlèrent, chauds dans l'air froid de la falaise. Clara ne recula pas. Elle posa sa main sur son épaule, cherchant son soutien, acceptant implicitement cette proximité interdite. C'est alors que le bruit des sabots du cheval de Julien se fit entendre. Le jeune homme arrivait enfin, le visage pâle d'inquiétude. Arthur se redressa immédiatement. Son expression se referma instantanément, redevenant le masque de marbre du comte de Rutherglen, bien qu'il ne relâchât pas tout à fait son étreinte sur Clara. « Clara, mon Dieu, Clara, vous n'avez rien ?» s'écria Julien en sautant de son cheval et en accourant vers eux. « J'ai eu si peur. Arthur, c'était incroyable. Tu as réagi avec une rapidité. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Julien prit délicatement la main de Clara pour l'aider à descendre du cheval d'Arthur. Il était sincèrement soulagé, mais son regard ne s'attarda pas sur la pâleur d'Arthur, ni sur la façon dont le bras de son frère avait tardé à se retirer de la taille de sa fiancée. Il ne vit pas l'éclair de jalousie et de douleur qui traversa les yeux d'Arthur lorsque Julien prit Clara dans ses bras pour la réconforter. « Je vais bien, Julien, » murmura Clara, bien que ses yeux restent fixés sur Arthur. « Votre frère m'a sauvé. »« Nous te devons une fière chandelle, Arthur, » dit Julien en se tournant vers son frère avec une gratitude évidente. « Tu es le protecteur de cette famille, comme toujours. » Arthur ne répondit pas. Il fit tourner lentement son anneau d'or, son regard évitant celui de son frère pour se fixer sur Clara. Le silence qui s'installa entre eux trois était désormais chargé d'un secret inavouable. Julian venait de confier sa fiancée à la garde de son frère, ignorant que dans les bras d'Arthur, sur le bord de cette falaise, Clara venait de découvrir ce qu'était le véritable amour, et qu'Arthur ne pourrait plus jamais la regarder comme la simple fiancée de son cadet. Le salon de musique de Rutherglen Park était baigné d'une douce lueur dorée, éclairée par des dizaines de bougies de cire qui brûlaient, sans bruit, dans les appliques de bronze. Malgré le crépitement réconfortant du feu dans la grande cheminée de marbre, l'atmosphère autour de la table de jeu était chargée d'une tension presque insoutenable. Une partie de whist avait été organisée pour occuper la soirée, réunissant la douairière Eleanor, Julien, Arthur et Clara. Julien et sa mère faisaient équipe contre Arthur et Clara. Assise juste à côté du comte, Clara sentait la chaleur corporelle d'Arthur irradiée contre sa propre épaule. À chaque fois qu'il bougeait pour poser une carte sur le tapis de feutre vert, le tissu de sa redingote frôlait la manche en dentelle de sa robe. C'était une torture silencieuse. Depuis l'incident de la falaise, aucun d'eux n'avait évoqué ce moment d'intimité terrifiante. Mais le souvenir en flottait entre eux, invisible et brûlant.
C'est à vous de jouer, mademoiselle Vance, dit la douairière d'une voix sèche, rompant le silence de la pièce, à moins que vos pensées ne soient ailleurs. Clara sursauta légèrement. Elle regarda ses cartes, tentant de masquer son trouble. Veuillez m'excuser, Lady Eleanor. Je réfléchissais à ma stratégie. Elle posa un valet de pique. Eleanor laissa échapper un léger soupir de désapprobation et tapota son éventail contre sa paume. Un bruit sec qui résonna comme une réprimande. Une stratégie bien singulière, murmura la douairière. Vous laissez le roi de mon fils sans protection. Dans le jeu comme dans la vie, mademoiselle, il convient de protéger ses arrières. Clara joue parfaitement bien, mère, intervint Julien, avec sa douceur habituelle. Elle est simplement fatiguée par notre promenade d'hier. N'est-ce pas, Clara? Il lui adressa un sourire confiant, totalement inconscient, du drame silencieux qui se jouait sous ses yeux. Clara lui retourna un sourire forcé, se sentant coupable de la confiance aveugle qu'il lui accordait. Elle jeta un coup d'œil furtif à Arthur. Le comte fixait ses propres cartes, mais ses traits étaient tendus. Il fit tourner lentement son lourd anneau sigillaire en or autour de son doigt. Un mouvement qui, Clara le savait désormais, trahissait une intense lutte intérieure. « Mon frère a raison », dit Arthur d'une voix basse et feutrée qui fit frémir Clara. « Mademoiselle Vance fait preuve d'une grande prudence. Elle sait quand il faut retenir ses coups et quand il faut risquer le tout pour le tout. » Leurs regards se croisèrent. Les yeux bleus d'Arthur brillaient d'une lueur sombre, presque provocante. Clara sentit son cœur s'emballer. Le jeu de cartes n'était qu'un prétexte. Chaque mot prononcé à cette table était un message codé, une conversation secrète que la douairière et Julien ne pouvaient décrypter. Pour tenter de calmer le tremblement de ses mains, Clara prit son éventail de dentelle posé sur le bord de la table. Mais ses doigts, rendus fébriles par la proximité d'Arthur, manquèrent de fermeté. L'objet glissa de sa main et tomba sur le tapis épais, glissant sous la table, dans l'ombre des longues jambes d'Arthur. « Oh, je vous demande pardon, » murmura Clara. D'un mouvement réflexe, elle se pencha pour le ramasser. Au même instant, Arthur, guidé par le même élan de courtoisie, se baissa lui aussi. Sous la table, loin de la lumière des bougies et des regards de la douairière et de Julien, leurs visages se retrouvèrent à quelques centimètres l'un de l'autre. Dans cette pénombre protectrice, le temps sembla suspendre son vol. Clara tendit la main vers l'éventail de dentelle, mais les longs doigts d'Arthur s'y posèrent en même temps. Leurs mains se touchèrent. Ce ne fut pas un simple contact poli. La paume chaude d'Arthur glissa sur le dos de la main de Clara, ses doigts se refermant doucement sur les siens. Une décharge d'électricité pure traversa le corps de Clara, lui coupant le souffle. Elle voulut retirer sa main, mais Arthur resserra imperceptiblement sa prise, la retenant prisonnière dans l'obscurité. Clara leva les yeux vers lui. À cette distance, elle pouvait voir le tressaillement de sa mâchoire et l'intensité farouche de son regard. Il ne la regardait pas comme un beau-frère, ni même comme le comte de Rutherglen. Il la regardait comme un homme affamé, torturé par le désir et l'interdit. Sa respiration était courte, et Clara sentait le souffle chaud de l'homme sur ses lèvres. Pendant plusieurs secondes, ils restèrent ainsi, les mains unies dans l'ombre, tandis qu'au-dessus d'eux, la vie mondaine continuait son cours. « Julien, mon cher, as-tu pensé à faire vérifier les comptes de la métairie de l'Est » demandait la voix d'Éléonore depuis le monde d'en haut, étouffée et lointaine. « Oui, mère, je m'en occuperai demain » répondait Julien d'un ton distrait. Ici-bas, dans leur monde secret, Arthur passa lentement son pouce sur le poignet de Clara, là où sa peau était la plus fine et où son pouls battait la chamade. C'était un geste d'une tendresse inouïe, presque désespérée. Clara sentit une vague de chaleur l'envahir, balayant ses dernières défenses. Elle ne lutta plus. Elle laissa sa main s'abandonner dans la sienne, acceptant cette communion silencieuse et interdite. C'était une trahison envers Julien, elle le savait. C'était un jeu dangereux qui pouvait les mener à la ruine sociale.
Mais à cet instant précis, sous cette table de whist, la morale et le devoir n'avaient plus aucun poids face à la réalité de leur attraction. Finalement, Arthur relâcha doucement sa prise. Il ramassa l'éventail et le lui tendit. Ils se redressèrent presque simultanément. Clara s'efforça de reprendre sa respiration, replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille pour masquer son trouble. Ses joues étaient brûlantes. « Merci, Lord Rutherglen, dit-elle, sa voix légèrement voilée. « Je vous en prie, mademoiselle Vince, répondit-il. Arthur reprit ses cartes, mais ses doigts tremblaient imperceptiblement lorsqu'il posa sa reine de cœur sur la table. Son visage était redevenu de marbre, mais ses yeux bleus jetaient des éclairs. La douairière Éléanore observa les deux jeunes gens avec un froncement de sourcils suspect. Elle cessa de tapoter son éventail. Son regard oscillant entre la rougeur sur les joues de Clara et la tension palpable qui émanait d'Arthur. « Vous semblez bien agitée, mademoiselle Vance, remarqua la douairière d'un ton venimeux. La chaleur de cette pièce est peut-être trop forte pour vous. Tout va bien, Lady Eleanor, répondit Clara en redressant le menton, retrouvant sa fierté. La partie est simplement très intéressante. La soirée se poursuivit, mais le jeu avait changé de nature. Ce qui n'était jusqu'alors qu'une attirance inexprimée venait de se transformer en une complicité physique concrète. En touchant la main de Clara sous la table, Arthur avait franchi une ligne de non-retour. Ils partageaient désormais un secret physique, un pacte silencieux qui rendait chaque regard, chaque mot et chaque future interaction infiniment plus risquée pour l'avenir de la maison Rutherglen. L'après-midi touchait à sa fin lorsqu'un ciel de suie s'abattit sur Rutherglen Park, déversant une pluie torrentielle qui tambourinait avec violence contre les hautes verrières du jardin d'hiver. Cet immense dôme de verre et de fer forgé, rempli de plantes exotiques, de palmiers et de jasmins grimpants, offrait à Clara un refuge temporaire contre l'atmosphère étouffante du château. L'odeur de la terre humide et le parfum entêtant des fleurs tropicales l'apaisaient. Elle s'était avancée jusqu'au centre de la serre, observant les gouttes d'eau s'écraser sur le verre au-dessus d'elle, lui rappelant la nuit de leur première rencontre à Londres. Un bruit de pas sur le gravier de l'allée intérieure la fit sursauter. Elle se retourna et vit Arthur. Il avait retiré sa redingote de voyage, n'abandonnant que son gilet de soie sombre sur sa chemise blanche dont les manches étaient légèrement retroussées. Ses cheveux noirs étaient parsemés de fines perles d'eau. En le voyant, le cœur de Clara se serra. Depuis le frôlement secret de leurs mains, sous la table de whist la veille, chaque seconde passée en sa présence était devenue une épreuve. Arthur s'arrêta à quelques pas d'elle, près d'un grand buisson d'hibiscus rouge. Son regard bleu, d'une intensité presque douloureuse, se posa sur ses mains croisées sur sa robe de lin gris. Il fit tourner lentement son anneau sigillaire en or autour de son doigt, le visage tendu par une colère qu'il ne cherchait plus à dissimuler. « Vous devriez être dans le salon avec mon frère, mademoiselle Vance, dit-il d'une voix basse qui luttait contre le grondement de la pluie sur le dôme de verre. Julien vous cherche. J'avais besoin d'air, Lord Rutherglen, répondit Clara en redressant le menton. Et je ne savais pas que le jardin d'hiver m'était interdit. Rien ne vous est interdit sous ce toit, et vous le savez bien, répliqua Arthur en faisant un pas vers elle. Vous avez conquis ma mère par votre audace, et mon frère est prêt à vous offrir sa vie entière. Mais je vous observe, Clara, je vous observe depuis le premier jour, et je refuse de vous laisser détruire cette maison. Clara sentit la colère monter en elle, balayant sa tristesse. Elle fit un pas à son tour, refusant de reculer devant sa haute stature. Détruire votre maison? De quoi m'accusez-vous exactement, milord? D'être ici, c'est votre famille qui a exigé ma présence. Je vous accuse de jouer un double jeu, s'écria Arthur, sa voix se brisant sous le coup de l'émotion. Vous feignez l'indifférence, vous jouez les fiancés modèles avec Julien, alors que vous savez parfaitement ce qui se passe entre nous. Vous savez ce qui s'est passé sous cette pluie à Londres, et vous savez ce qui s'est produit hier soir à cette table de jeu. Allez-vous me regarder dans les yeux et me dire que vous n'avez rien ressenti? Allez-vous me dire que vous aimez mon frère?
La question frappa Clara comme un coup physique. Elle voulut mentir. Elle voulut lui dire qu'elle aimait Julien, que leur baiser manqué sous l'orage n'était rien. Mais le regard désespéré d'Arthur brisa ses dernières forces. Les larmes qu'elle retenait depuis des jours débordèrent enfin, coulant le long de ses joues. « Non !» cria-t-elle, sa voix tremblant de rage et de douleur. « Non, je n'aime pas Juliane de la manière dont une épouse devrait aimer son mari. Êtes-vous satisfait, Lord Rutteglen? Est-ce cela l'aveu que vous vouliez m'arracher ?» Arthur parut déstabilisé par ses larmes. Sa rigidité stoïque s'effrita instantanément. Il fit un pas de plus, ses mains s'ouvrant comme pour la rattraper. « Alors pourquoi ?» demanda-t-il, sa voix retombant dans un murmure suppliant. « Pourquoi poursuivre cette mascarade? Pourquoi épouser mon frère, si votre cœur n'est pas à lui? Est-ce pour notre fortune? Pour ce titre? Est-ce là tout ce qui vous importe? Parce que je n'ai pas le choix, éclata Clara, les poings serrés contre sa poitrine. Mon père est mort en nous laissant une montagne de dettes que nous ne pourrons jamais rembourser. Les créanciers se menacent de jeter ma mère et ma petite sœur à la rue. Notre maison de Londres va être saisie. Nous n'avons plus rien, Arthur, rien. Elle prononça son prénom sans s'en rendre compte, sa voix brisée par un sanglot. Votre mère a proposé de racheter toutes nos dettes en échange de mon mariage avec Julien. Elle voulait une épouse docile pour son fils cadet. Et ma mère avait besoin de sauver notre famille de la déchéance. Je me vends, Lord Rutherglen. Je vends ma vie, mes rêves et mon corps pour que ma sœur ne connaisse pas la misère. Voilà la vérité que vous vouliez tant entendre. Je n'ai pas choisi Julien. On me l'a imposé et je l'ai accepté par devoir. Arthur resta figé, les mots de Clara résonnant sous la verrière, alors que la tempête redoublait d'intensité au-dessus d'eux. Le masque de l'intrigante vénale qu'il s'était efforcé de lui appliquer venait de voler en éclats, révélant une vérité bien plus cruelle. Elle n'était pas une manipulatrice, elle était une victime, prisonnière du même sens du devoir et du sacrifice qui gouvernait sa propre existence. La colère d'Arthur s'évanouit, remplacée par une immense vague de remords et de tendresse. En la voyant ainsi, tremblante et brisée par le poids de ce secret, il ne ressentit plus que le besoin impérieux de la protéger, de la consoler. Il franchit la distance qui les séparait et prit délicatement le visage de Clara entre ses mains chaudes. Ses pouces essuyèrent les larmes sur ses joues. Le contact physique fit frémir Clara, mais elle ne recula pas. Elle leva les yeux vers lui, lisant dans son regard bleu une détresse égale à la sienne. « Pardonnez-moi, » murmura Arthur, son visage tout près du sien. « Pardonnez-moi d'avoir douté de vous. Si j'avais su, mon Dieu, Clara, si j'avais su la vérité, cela n'aurait rien changé, » dit-elle dans un souffle. « Le contrat est presque prêt. Je dois épouser Julien. »« Comment puis-je vous laisser faire cela ?» demanda-t-il, sa voix tremblante d'une passion contenue. « Comment puis-je vous regarder l'épouser, alors que je vous veux pour moi-même depuis cette nuit sous la pluie? Depuis que je vous ai tenu dans mes bras, je ne pense plus qu'à vous. » Arthur pencha lentement la tête. Leurs lèvres n'étaient ne plus qu'à quelques millimètres l'une de l'autre. Clara ferma les yeux, sentant le souffle chaud d'Arthur sur sa bouche. Elle savait que ce baiser scellerait leur perte, mais elle le désirait plus que tout au monde. Elle agrippa les revers de son gilet, se haussant vers lui. C'est alors que le grincement métallique de la porte d'entrée du jardin d'hiver résonna à l'autre bout de la serre. « Clara? Arthur? Vous êtes là-dedans ?» appela la voix de Julien. Arthur et Clara se séparèrent brusquement. Clara se détourna rapidement pour essuyer ses larmes et lisser sa robe, tandis qu'Arthur reprenait sa posture rigide, bien que son visage fût encore pâle d'émotion. Julien apparut au détour d'une allée de palmiers, un grand parapluie à la main. « Ah, vous voilà !» dit le jeune homme avec un sourire soulagé. « La tempête est terrible dehors. » Mère s'inquiétait de ne pas vous voir revenir pour le thé. « Nous arrivons, Julien, » répondit Arthur d'une voix étonnamment calme, bien que ses doigts fassent tourner son anneau d'or avec une rapidité nerveuse. Mademoiselle Vance s'était abritée ici pour échapper à l'averse. Heureusement que tu étais là pour lui tenir compagnie.
dit Julien en tendant le bras à Clara. « Viens, Clara, rentrons avant que le froid ne s'installe. » Clara prit le bras de Julien, mais avant de quitter la serre, elle jeta un dernier regard à Arthur. Le comte se tenait immobile sous la verrière, la regardant s'éloigner aux côtés de son frère. Le secret était désormais partagé. Arthur connaissait le prix de sa liberté, et Clara savait que le cœur du comte lui appartenait. La barrière du mépris était tombée, laissant place à un amour interdit qui menaçait désormais d'embraser toute la maison Rutherglen. L'atmosphère dans la grande bibliothèque de Rutherglen Park était lourde de menaces, presque aussi étouffante que l'orage qui avait grondé la veille. La pièce, tapissée de milliers d'ouvrages anciens en cuir sombre, semblait s'être refermée sur Clara comme un tribunal. Debout près de la grande table de acajou, elle faisait face à la douairière Éléanore, dont le visage d'ordinaire si impassible était déformé par une colère froide. Juliane se tenait un peu en retrait, l'air profondément mal à l'aise, passant une main nerveuse dans ses boucles blondes en fixant le tapis. Arthur, quant à lui, était resté près de la cheminée, un bras appuyé sur le manteau de pierre, observant la scène avec une impassibilité trompeuse. Seul le mouvement lent et régulier de son anneau sigillaire en or autour de son doigt trahissait sa tension. Sur la table de acajou reposait une liasse de documents officiels, scellés de cire rouge. « C'est une infamie, mademoiselle Vance », déclara la douairière, brisant le silence de sa voix la plus tranchante. Le tapotement sec de son éventail en dentelle contre sa paume s'était arrêté. Signe que l'heure n'était plus aux avertissements, mais à la sentence. Votre mère nous a menti. Elle a caché l'étendue réelle du désastre financier dans lequel votre défunt père vous a laissé. Ma mère n'a pas menti, Lady Eleanor, répondit Clara en redressant le menton, bien que ses mains croisées sur sa robe de laine bleue tremblent imperceptiblement. Elle ignorait elle-même que les derniers créanciers de Londres avaient racheté les créances secondaires pour les regrouper. Mensonge, répliqua la douairière avec mépris. La dette n'est pas de 10 000 livres, comme on nous l'avait annoncé, mais de près de 30 000. C'est une somme colossale. Votre famille n'est pas simplement ruinée, elle est en état de faillite frauduleuse. Si la maison Rutherglen s'associe à la vôtre, notre nom sera traîné dans la boue des tribunaux londoniens. Je refuse que mon fils cadet commence sa vie d'homme marié sous le poids d'un tel scandale. Juliane fit un pas en avant, le visage pâle. « Mère, je vous en prie, Clara n'y est pour rien. Nous pouvons sûrement trouver un arrangement. »« Tais-toi, Juliane » coupa Eleanor sans même le regarder. « Tu es trop naïf pour voir le piège qui s'est refermé sur toi. Cette union est annulée. Dès ce soir, mademoiselle Vance et sa mère quitteront Rutherglen Park. Et je veillerai à ce que la Gazette de la Cour publie dès demain matin l'annulation des fiançailles pour motif de rupture de contrat. Tout Londres saura que vous êtes des parias. » Ces mots tombèrent comme un couperet. Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Si la douairière publiait cette rupture avec un tel motif, la réputation de sa famille serait définitivement détruite. Sa jeune sœur ne pourrait jamais faire un mariage convenable, et sa mère mourrait de honte. C'était la ruine totale, sociale et financière. Pourtant, malgré la panique qui lui serrait la gorge, Clara refusa de s'abaisser à supplier. Elle regarda Éléanore bien en face, les yeux brillants d'une fierté désespérée. « Si tel est votre choix, milady, alors nous partirons. Je préfère encore la pauvreté et l'exil à la charité d'une famille qui nous méprise. » Elle fit un mouvement pour se tourner vers la porte, prête à affronter son destin. C'est alors qu'Arthur quitta sa posture près de la cheminée. Il fit quelques pas lents vers la table, sa haute stature dominant la pierre. Son regard bleu, d'une clarté de glace, se posa d'abord sur sa mère, puis sur Clara. « Les fiançailles ne seront pas annulées, » dit-il d'une voix basse, mais d'une autorité si absolue que le silence retomba instantanément sur la bibliothèque. La douairière Éléanore fronça les sourcils, outrée. « Arthur, tu délires. As-tu seulement lu ces rapports? Nous parlons de 30 000 livres. C'est une fortune, même pour notre maison. Nous ne pouvons pas jeter cet argent par les fenêtres pour sauver des intrigantes. »« J'ai lu les rapports, mère, » répondit Arthur avec un calme olympien.
Et j'ai pris mes dispositions. Ce matin même, j'ai envoyé un courrier express à notre homme de loi à Londres. J'ai signé un acte de garantie personnelle. Un silence de stupeur accueillit ces paroles. Julien écarquilla les yeux, tandis que la douairière laissait échapper un hoquet d'indignation. Clara, quant à elle, sentit son cœur s'arrêter. Un acte de garantie personnelle, répéta Éléanore, la voix tremblante de rage. Tu as engagé la fortune des Rutherglen pour payer les dettes de cette fille. Pas la fortune des Rutherglen, mère, mes fonds propres, ceux qui me viennent de l'héritage de mon père et dont je dispose à ma guise. J'ai racheté l'intégralité des dettes de la famille Vance. À l'heure où nous parlons, les créanciers ont été payés et les poursuites sont abandonnées. La maison Vance est libre de toute dette. Pourquoi as-tu fait une chose pareille? S'écria la douairière, faisant un pas vers son fils aîné. C'est de la folie. Tu as jeté une part immense de ta fortune personnelle pour une fille qui doit épouser ton frère. Quel intérêt as-tu à faire cela? Arthur fit tourner lentement son anneau d'or. Son regard se posa sur Clara, et pendant une seconde, toute la froideur du comte s'effaça pour laisser place à une promesse silencieuse, une déclaration d'amour muette, mais d'une force dévastatrice. Gassa, Massasatis. Il faisait ce sacrifice non pas pour son frère, non pas pour le nom des Rutherglen, mais pour elle, pour la sauver, pour lui prouver que sa vie et son honneur comptaient plus que sa propre fortune. Mon intérêt est de préserver l'honneur de notre nom, répondit Arthur en se tournant vers sa mère, reprenant son ton officiel. Un scandale impliquant la fiancée de Julien aurait rejailli sur nous tous. En tant que chef de famille, il est de mon devoir de régler ce genre de situation. Les Vance ne sont plus endettés. Il n'y a donc plus aucune raison d'annuler ce mariage. Éléanore comprit qu'elle venait de perdre la partie. Arthur était le comte. Elle ne pouvait s'opposer à ses décisions financières. Elle serra les poings, son éventail de dentelle manquant de se briser sous la pression de ses doigts. « Tu le regretteras, Arthur, cracha-t-elle. Tu te laisses mener par des sentiments qui n'ont pas leur place dans notre rang. » Sans un mot de plus, la douairière tourna les talons et quitta la bibliothèque, faisant claquer la lourde porte derrière elle. Julien, encore sous le choc, s'approcha de son frère. « Arthur, je ne sais pas quoi dire. C'est d'une générosité. Je te promets que je serai un bon mari pour Clara. Je ferai tout pour honorer ce que tu as fait pour nous. » « Ne me remercie pas, Julien, » dit Arthur d'une voix sourde, son regard évitant soigneusement celui de son frère. « Fais simplement en sorte de rendre mademoiselle Vance heureuse. » Julien se tourna vers Clara, lui prenant doucement la main. « Tout est arrangé, Clara. Nous sommes sauvés. » Clara laissa Julien lui tenir la main, mais son regard était verrouillé sur celui d'Arthur. Le comte se tenait droit, le visage fermé, mais ses yeux bleus brûlaient d'une douleur contenue. En garantissant sa dette, Arthur venait de la lier à lui par un lien invisible mais indéfectible. Il avait sacrifié sa fortune pour sa liberté, tout en la condamnant à rester la fiancée de son frère. Le risque social était désormais immense. Si le secret de ce sacrifice venait à être perçu pour ce qu'il était réellement, une preuve d'amour d'un homme pour la future femme de son frère, la maison Rutherglen s'effondrerait sous un scandale bien plus grand que celui de la ruine. La nuit était tombée sur Rutherglen Park, enveloppant le grand château de pierre, d'un silence presque religieux. Dans les couloirs déserts, seule la faible lueur d'une bougie guidait les pas de Clara. Elle serrait contre sa poitrine un petit écrin de velours usé, mais c'était l'objet qu'il contenait qui lui pesait le plus lourd. À son annulaire gauche, la peau lui semblait brûler, là où, quelques heures plus tôt, reposait encore la bague de fiançailles des Rutherglen, un saphir entouré de brillants que Julien lui avait offert devant sa mère. Elle poussa doucement la lourde porte de la bibliothèque. Comme elle s'y attendait, une faible lueur filtrait sous la porte. Arthur était là. Il n'avait pas rejoint ses appartements. Le comte était assis près d'un secrétaire, en acajou, une seule bougie éclairant les papiers étalés devant lui. Il avait retiré sa cravate et les premiers boutons de sa chemise blanche étaient ouverts, révélant la base de son cou. Il semblait épuisé,
le visage marqué par la fatigue et par la décision monumentale qu'il avait prise plus tôt dans la journée. En entendant le léger grincement de la porte, il leva les yeux. Son regard bleu se fixa instantanément sur elle, perdant aussitôt sa lassitude pour retrouver cette intensité qui faisait frémir Clara. « Mademoiselle Vance, dit-il d'une voix basse et enrouée par le silence de la nuit. Que faites-vous ici à une heure si tardive? Si ma mère vous voyait... » « Votre mère dort, milord, et la mienne aussi, » répondit doucement Clara en refermant la porte derrière elle. « Je savais que je vous trouverais ici. Je devais vous parler. » Arthur se leva lentement, sa haute stature se découpant dans la pénombre de la pièce. Il fit tourner machinalement son anneau sigillaire en or autour de son doigt, observant Clara s'approcher de la table. « Si c'est pour me remercier pour l'affaire des créanciers, ce n'est pas nécessaire, » dit-il d'un ton qu'il s'efforçait de rendre impersonnel. « J'ai agi pour protéger le nom de ma famille. »« Ne mentez pas, Arthur, » murmura Clara, en s'arrêtant à quelques pas de lui. « Pas après ce qui s'est passé dans le jardin d'hiver. Vous avez dépensé une fortune personnelle pour me sauver. Vous avez racheté ma liberté. Mais en faisant cela, vous m'avez condamné à poursuivre un mensonge que je ne peux plus supporter. » Elle posa le petit écrin de velours sur la table de acajou, juste devant lui. D'un geste lent, elle l'ouvrit, révélant le saphir qui scintillait faiblement sous la lueur de la bougie. « Je ne peux pas garder cette bague, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement, mais pleine d'une résolution nouvelle. « Je ne peux pas épouser Julien. » Arthur baissa les yeux sur le bijou, puis les releva vers elle, ses traits se durcissant sous le coup de la surprise et de l'angoisse. « Qu'est-ce que cela signifie? Vous devez l'épouser, Clara. C'est le seul moyen pour que ce sacrifice ait un sens. Si vous rompez les fiançailles maintenant, ma mère découvrira que j'ai payé vos dettes par amour pour vous, et non par devoir. Le scandale nous détruira tous les deux. Votre famille sera à nouveau exposée au mépris public. Et que proposez-vous? Que je me tienne devant l'autel, que je regarde votre frère dans les yeux, et que je lui jure fidélité alors que mon cœur bat pour un autre, » s'écria Clara, faisant un pas de plus vers lui. « Que je passe le reste de ma vie sous ce toit, à vous croiser dans les couloirs, à m'asseoir à votre table en feignant d'être votre sœur, alors que chaque regard que nous échangeons est une trahison. C'est au-dessus de mes forces, Arthur. C'est une torture que je ne peux pas endurer. » Arthur fit un pas rapide vers elle, la distance entre eux s'évanouissant en un instant. « Pensez-vous que ce soit facile pour moi ?» dit-il, sa voix vibrant d'une colère désespérée. « Pensez-vous que je ne souffre pas chaque fois que je vous vois sourire à Julien? Chaque fois qu'il vous prend la main, j'ai envie de détruire ce monde et toutes ces maudites règles. Mais je préfère vous savoir malheureuse et protégée sous mon toit, plutôt que ruinée et jetée à la rue par la société. Reprenez cette bague, Clara. Portez-la. Pour votre sécurité. Pour votre famille. » Il prit l'écrin sur la table et tenta de le lui tendre. Mais Clara recula d'un pas, cachant ses mains derrière son dos. « Non, » répéta-t-elle. « Je ne la porterai plus. Je refuse de continuer cette comédie. Je vais dire la vérité à Julien. Je lui dirai que je ne l'aime pas comme il le mérite. » Pris d'un élan de panique à l'idée des conséquences d'une telle révélation, Arthur attrapa le poignet de Clara. Son geste fut vif, mais sa prise fut d'une douceur infinie lorsqu'il referma ses longs doigts chauds sur sa peau fine. Le contact physique agit comme un catalyseur. Clara cessa instantanément de parler, son souffle se bloquant dans sa gorge. Arthur ne relâcha pas son poignet. Au contraire, il l'attira doucement vers lui, forçant la jeune femme à lever les yeux vers son visage tout proche. « Je vous en supplie, Clara, » murmura-t-il, sa voix n'étant plus qu'un souffle torturé. « Ne faites pas cela. Ne portez pas cette bague pour Julien, mais ne la lui rendez pas encore. Donnez-moi du temps. »« Du temps pourquoi ?» demanda-t-elle, les larmes lui montant aux yeux face à la détresse de l'homme qu'elle aimait. « Le mariage est dans 2 semaines. » Arthur leva sa main libre et posa ses doigts contre la joue de Clara. Sa paume caressa doucement sa peau, un geste d'une tendresse si pure que Clara ferma les yeux, savourant cette caresse interdite. « Chaque fois que je vois ce saphir à votre doigt,
Je meurs d'envie de vous l'arracher pour le remplacer par ma propre bague, confessa-t-il dans un murmure brisé. Je passe mes nuits à imaginer votre nom lié au mien, à imaginer que c'est moi que vous rejoignez dans cette église. Je vous aime, Clara. Je vous aime au-delà de toute raison, au-delà de mon devoir et de mon propre sang. Clara ouvrit les yeux, son cœur bondissant dans sa poitrine à l'entendre prononcer enfin ces mots qu'elle espérait tant. Arthur, mais je ne peux pas vous détruire, poursuivit-il, son regard bleu plongé dans le sien avec une ferveur désespérée. Si nous brisons ces fiançailles sans préparation, ma mère fera de votre vie un enfer. Laissez-moi trouver une solution. Laissez-moi parler à Julien. Mais par pitié, ne me demandez pas de reprendre cette bague, comme si nous n'étions rien l'un pour l'autre. Il prit délicatement la main de Clara, ouvrit sa paume et y déposa l'écrin de velours contenant le saphir. Puis, il referma les doigts ceux de la jeune femme sur le bijou, gardant ses propres mains enveloppées autour des siennes. Gardez-la avec vous, non pas comme le symbole de votre union avec mon frère, mais comme la preuve que je vous appartiens, dit-il doucement. Clara sentit les larmes couler sur ses joues, mais elle ne retira pas ses mains. Elle hocha lentement la tête, acceptant ce pacte secret. En venant dans cette bibliothèque pour mettre fin à la mascarade, elle venait au contraire de sceller définitivement leur destin commun. La bague de Julien n'était plus qu'un gage détenu en secret, et leur relation venait de franchir le seuil des aveux partagés. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le mensonge était désormais total, et le moindre faux pas les condamnerait à la ruine de leur réputation et de leur famille. Le salon du matin de Ruther Glen Park était d'ordinaire la pièce la plus paisible du château, baignée par la lumière douce de l'Est et parfumée par les bouquets de lavande séchés disposés dans des vases de faïence. Pourtant, pour Clara, cet endroit ressemblait aujourd'hui à une arène. Elle se tenait debout près de la fenêtre, observant la brume matinale se dissiper sur la pelouse, tandis qu'elle serrait dans sa main l'écrin de velours contenant le saphir des Rutherglen. La porte s'ouvrit doucement et Julian entra. Il portait une veste de tweed clair et tenait un carnet de croquis sous le bras. En voyant Clara, son visage s'éclaira d'un sourire sincère, mais son regard se fit rapidement inquiet lorsqu'il remarqua la pâleur de ses traits et la rigidité de sa posture. « Clara, vous avez demandé à me voir en privé, dit-il en posant son carnet sur une table basse. Est-ce que tout va bien? Vous semblez si soucieuse ces derniers temps. Clara prit une profonde inspiration. Elle redressa le menton, croisant ses mains sur sa robe de coton blanc pour masquer leur tremblement. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à faire allait déclencher une tempête, mais elle préférait affronter la colère de la douairière plutôt que de vivre dans le mensonge. Elle ne pouvait pas trahir la confiance de Julien, ni renier l'amour qu'elle portait à Arthur. « Julien, je vous prie de vous asseoir, » commença-t-elle d'une voix douce mais d'une fermeté absolue. « Ce que j'ai à vous dire est difficile, mais c'est une vérité que je vous dois. » Julien fronça les sourcils, mais il obéit, s'asseyant sur un petit sofa de soie jaune. Il passa une main distraite dans ses cheveux bouclés, un geste qui trahissait son inconfort naissant, et fixa Clara avec une attention mêlée d'appréhension. Clara s'approcha de lui et posa délicatement l'écrin de velours sur la table basse, juste devant lui. Elle l'ouvrit d'un coup de pouce, révélant la bague de fiançailles. « Je ne peux pas accepter ce saphir, Julien, » dit-elle, sa voix résonnant clairement dans le silence de la pièce. « Et je ne peux pas devenir votre épouse. » Julien resta figé, les yeux fixés sur la pierre bleue qui scintillait sous la lumière du matin. Clara s'attendait à voir de la colère sur ses traits, ou peut-être de la douleur. Elle s'était préparée à essuyer des reproches, à devoir expliquer l'inexplicable, sans pour autant trahir Arthur. Elle retint son souffle, attendant la sentence, mais, à sa grande surprise, Julien ne s'emporta pas. Il prit la bague, la fit tourner entre ses doigts, puis la reposa lentement dans son écrin. Il laissa échapper un long et profond soupir, ses épaules s'affaissant comme si un poids immense venait de lui être retiré. Il passa à nouveau sa main dans ses boucles blondes, mais cette fois,
Un sourire timide et presque incrédule flotta sur ses lèvres. « Dieu soit loué », murmura-t-il à voix basse. Clara écarquilla les yeux, déstabilisée par cette réaction qu'elle n'avait absolument pas prévue. « Julien, vous n'êtes pas en colère ?» Julien leva les yeux vers elle. Il n'y avait aucune amertume dans son regard, seulement une immense et sincère gratitude. En colère, Clara, je me sens comme un prisonnier auquel on vient d'ouvrir la porte de sa cellule. Depuis des semaines, je me réveille chaque matin avec la peur au ventre, me demandant comment je vais pouvoir jouer le rôle du fiancé modèle, alors que mon cœur n'est pas à la hauteur de cette tâche. « Que voulez-vous dire ?» demanda Clara, faisant un pas vers lui, le cœur battant. Julien se leva et prit les mains de Clara dans les siennes. Ses mains étaient douces, amicales, mais dénuées de cette chaleur brûlante qui caractérisait les contacts d'Arthur. Mère a organisé ce mariage pour des raisons de convenance et de prestige, expliqua Julien d'une voix basse, presque conspiratrice. Elle voulait que j'épouse une jeune fille de bonne famille pour m'établir. Et j'ai accepté. Parce que je n'ai jamais eu la force de m'opposer à elle. Mais la vérité, Clara, c'est que je ne vous aime pas de l'amour qu'un mari doit porter à sa femme. Et je sais que vous ne m'aimez pas non plus. Nous aurions été deux âmes solitaires, enchaînées l'une à l'autre, pour le restant de nos jours. Clara sentit un immense soulagement l'envahir, mais une question demeurait. Julien, y a-t-il une autre raison? Le jeune homme détourna le regard vers la fenêtre, ses joues se teintant d'une légère rougeur. Oui, avoua-t-il doucement. Mon cœur appartient à Marianne, la fille du recteur de notre paroisse. Elle est douce, elle aime l'art autant que moi, mais elle n'a ni titre ni fortune. Mère ne l'acceptera jamais. J'avais renoncé à elle pour faire mon devoir, mais chaque jour passé à vos côtés me rappelait ce que je perdais. Clara serra affectueusement les mains de Julien. Une complicité nouvelle venait de naître entre eux, non plus basée sur un contrat forcé, mais sur le partage de leurs secrets respectifs. Je suis si heureuse pour vous, Julien. Marianne est une femme chanceuse. Vous méritez d'être heureux. Et vous aussi, Clara, répondit-il en la regardant avec insistance. Je ne suis pas aveugle. Je sais que votre cœur appartient à un autre. Je l'ai vu dans votre regard, et je l'ai vu dans le sien. Clara retint son souffle, craignant qu'il ne prononce le nom d'Arthur. Mais Julien, par délicatesse, préféra garder le silence sur l'identité de son rival. Il se contenta de lui serrer la main en signe de soutien. « Nous sommes d'accord, alors, » dit Clara. « Les fiançailles sont rompues. »« Oui, elles le sont, » confirma Julien. « Mais nous devons être prudents. Mère va être furieuse. » Dès qu'elle apprendra que nous refusons cette union, elle cherchera à se venger. Et je crains que votre famille ne soit à nouveau la cible de sa colère. « Mes dettes ont été réglées, Julien, » dit Clara. « Nous ne dépendons plus de sa fortune. C'est vrai, mais elle a toujours le pouvoir de vous détruire socialement, » rappela Julien avec gravité. « Nous devons annoncer notre décision ensemble, d'une manière qui ne lui laisse aucune prise pour vous accuser de trahison. » La porte du salon du matin s'ouvrit alors brusquement, interrompant leur conversation. Lady Eleanor fit son entrée, son éventail de dentelle à la main, son regard suspicieux balayant immédiatement la pièce. Elle s'arrêta en voyant l'écrin de velours ouvert sur la table basse et les mains encore unies de Clara et Julien. « Que se passe-t-il ici ?» demanda la douairière d'une voix glaciale. « Pourquoi cette bague n'est-elle pas à votre doigt, mademoiselle Vance ?» Julien jeta un regard déterminé à Clara, puis fit face à sa mère. Le moment de la confrontation était arrivé. Les fiançailles étaient officiellement rompues en privé, mais le véritable danger commençait maintenant. En s'alliant contre la volonté de la douairière, Clara et Julien venaient de jeter un défi sans précédent à l'autorité d'Eleanor, ouvrant la voie à une guerre ouverte au sein même de Rutherglen Park. La douairière Eleanor fit un pas en avant, son regard noir dardé sur la bague de saphir, qui reposait dans son écrin de velours sur la table basse. Le silence qui s'ensuivit fut d'une lourdeur insoutenable, seulement troublé par le tapotement sec et frénétique de son éventail contre sa paume gantée. Elle releva les yeux vers Clara, puis vers Julien, ses traits aristocratiques figés dans une expression de mépris absolu.
Je répète ma question, dit Éléonore d'une voix qui coupait comme un rasoir. Pourquoi cette bague n'est-elle pas à votre doigt, mademoiselle Vance? Et pourquoi mon fils parle-t-il de cellules et de liberté? Julien fit un pas en avant, s'efforçant de garder une contenance ferme malgré la pâleur de son visage. Il passa une main dans ses boucles blondes, mais cette fois, il ne détourna pas le regard vers la fenêtre. « Mère, dit-il d'une voix claire, Clara et moi venons de convenir d'un commun accord que nous ne pouvons pas poursuivre ces fiançailles. Nous ne nous aimons pas de l'amour qui convient à un mariage. Il serait injuste pour elle, comme pour moi, de prononcer des vœux mensongers devant Dieu. » Un rire sec, dénué de toute joie, échappa aux lèvres de la douairière. Elle ferma son éventail d'un coup sec. Des vœux mensongers. Depuis quand la maison Rutherglen se soucie-t-elle des sentiments de deux enfants gâtés lorsqu'il s'agit de son honneur et de ses alliances? Mademoiselle Vance a accepté ce mariage. Sa famille a été sauvée de la ruine grâce à notre nom. Et maintenant, elle ose faire la difficile? Éléonore se tourna vers Clara, pointant son éventail fermé vers elle comme une arme. « Vous êtes une intrigante, mademoiselle. Vous avez profité de la faiblesse de mon fils cadet pour vous introduire sous notre toit. Et maintenant que les dettes de votre famille sont garanties, vous pensez pouvoir rompre votre promesse sans conséquence. C'est une trahison infâme. Vous avez joué avec notre réputation. »« Je n'ai joué avec rien, Lady Éléonore, » répliqua Clara, redressant le menton avec cette fierté indomptable qui la caractérisait. J'étais prête à faire mon devoir. Mais Julien et moi avons réalisé que ce mariage ferait notre malheur à tous deux. Je préfère affronter le jugement du monde plutôt que de bâtir ma vie sur un mensonge. Le jugement du monde, vous allez l'affronter, soyez-en sûrs. Éclata la douairière, la voix tremblante de rage. Vous partirez d'ici ce matin même. Je vais ordonner aux domestiques de jeter vos bagages sur le chemin. Et je veillerai personnellement à ce que chaque salon de Londres, chaque lady de la cour sache que vous avez été chassé de Rutherglen Park en disgrâce pour rupture de promesse et comportement indigne. Votre nom sera synonyme de honte. Plus aucune famille respectable ne vous adressera la parole, et votre sœur cadette sera condamnée à mourir vieille fille dans la misère. Vous êtes finie, Clara Vance. » Ces menaces terribles résonnèrent dans la pièce. Clara sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. La puissance sociale d'Éléonore était immense. Elle avait réellement le pouvoir de détruire sa famille d'un simple mot écrit à ses amis de la haute société. Juliane tenta de s'interposer. « Mère, je vous en prie, c'est ma décision autant que la sienne. »« Tais-toi, Julien, tu n'es qu'un sot manipulé par cette fille. » Soudain, la porte du salon s'ouvrit plus largement. Arthur entra. Sa haute stature se découpa dans l'encadrement de la porte. Il avait assisté à la fin de la scène depuis le couloir, et son visage était d'une pâleur de marbre. Ses yeux bleus, d'une clarté de glace, se posèrent immédiatement sur Clara, y lisant la détresse qu'elle s'efforçait de cacher sous sa fierté. Il s'avança lentement dans la pièce, chacun de ses pas résonnant sur le parquet. Son regard se tourna vers sa mère. Il fit tourner lentement son lourd anneau sigillaire en or autour de son doigt, un geste qui trahissait une résolution définitive. « Arthur, » dit la douairière en se tournant vers lui, cherchant son appui en tant que chef de famille. « Dieu soit loué, tu es là. Ordonne immédiatement que l'on prépare une voiture pour renvoyer ces femmes à Londres. Elles ont rompu les fiançailles. Cette fille a insulté notre maison. » Arthur s'arrêta au milieu du salon, se tenant entre Clara et sa mère. Il ne regarda pas Éléonore. Ses yeux restèrent fixés sur Clara, qui le regardait avec une intensité désespérée, comprenant que leur destin se jouait. C'est à cet instant précis. « Clara ne partira pas, » dit Arthur d'une voix basse, mais d'une autorité si absolue qu'elle fit taire instantanément les protestations de sa mère. « Quoi ?» s'exclama Éléonore, croyant avoir mal entendu. « Arthur, as-tu perdu l'esprit? Elle vient de rejeter ton frère, elle refuse de l'épouser. »« Elle refuse d'épouser Julien, et elle a raison de le faire, » répondit Arthur, faisant un pas de plus vers Clara. « Julien ne l'aime pas, et elle ne l'aime pas. Ce mariage aurait été une erreur tragique pour eux deux. Et notre nom, et l'argent que tu as engagé pour payer leurs dettes. »
Tu as signé une garantie sur tes fonds propres. Vas-tu laisser cette famille partir avec notre fortune sans rien obtenir en retour? Arthur prit une profonde inspiration. Il se tourna enfin vers sa mère. Le masque de glace du comte de Rutherglen tomba définitivement, révélant l'homme passionné et déterminé qui s'était caché derrière le devoir pendant si longtemps. L'argent que j'ai dépensé l'a été pour sauver la femme que j'aime, déclara-t-il d'une voix vibrante d'émotion. Un silence de mort s'abattit sur le salon. Julien regarda son frère avec un mélange de surprise et de soulagement, tandis qu'Éléanore restait figée, les lèvres entr'ouvertes, son éventail glissant de ses doigts pour tomber sur le tapis sans un bruit. « Qu'as-tu dit » murmura la douairière, la voix brisée par la stupeur. Arthur fit face à Clara. Devant sa mère et son frère, il prit lentement la main de Clara dans la sienne. Ses longs doigts chauds se refermèrent sur les siens avec une fermeté protectrice. C'était un geste d'une audace inouïe, une déclaration publique qui brisait toutes les conventions de leur monde. « J'aime Clara », dit Arthur, son regard bleu plongé dans les yeux sombres de la jeune femme. « Je l'aime depuis la nuit où je l'ai suivie sous la pluie à Londres, bien avant de savoir qu'elle était promise à mon frère. C'est pour elle que j'ai racheté ses dettes. C'est pour elle que j'ai bravé la tempête sur la falaise. Et c'est elle que je comptais épouser. »« C'est une monstruosité !» s'écria Éléanore, retrouvant sa voix dans un sursaut de rage. « Tu ne peux pas épouser la fiancée de ton frère. La société ne l'acceptera jamais. Ce sera un scandale sans précédent. »« Julien m'a libéré de ma promesse, mère. » intervint Julien avec un sourire serein. « Et je donne ma bénédiction à leur union de tout mon cœur. Rien ne s'oppose à leur bonheur, si ce n'est votre orgueil. » Arthur resserra sa prise sur la main de Clara. « Si la société veut jaser, qu'elle jase, » dit-il avec un calme souverain. « Je suis le comte de Rutherglen. Personne n'osera me fermer ses portes. » Et Clara entrera dans le monde non pas en tant qu'épouse délaissée d'un cadet, mais en tant que comtesse de Rutherglen, maîtresse de ce domaine. Clara sentit les larmes couler sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. En prenant sa main devant sa mère, Arthur venait de faire le choix le plus difficile. Il avait sacrifié sa réputation de stoïcisme et de devoir pour la placer sous sa protection. Le risque social était immense, mais leur amour était désormais au grand jour. La douairière Éléanore, vaincue par la détermination de ses deux fils, quitta la pièce en silence, comprenant que son règne de fer sur Rutherglen Park venait de prendre fin. Les grands salons de Rutherglen Park brillaient de mille feux pour le traditionnel bal d'automne. Sous les immenses lustres de cristal dont les bougies répandaient une douce odeur de cire chaude, la haute société de la province s'était réunie dans un froufrou de soie multicolore et de dentelles précieuses. Pourtant, derrière les sourires de façade et les salutations polies, un murmure incessant parcourait l'assemblée. Les rumeurs s'étaient propagées comme une traînée de poudre. Les fiançailles de Julian Rutherglen et de Clara Vance avaient été rompues à peine quelques jours avant la date prévue du mariage. Et pourtant, la jeune femme était toujours présente au château. Clara se tenait près de l'une des grandes colonnes de marbre blanc qui soutenaient la galerie des musiciens. Elle portait une robe de velours bleu nuit qui soulignait la pâleur de son teint et l'éclat de ses yeux sombres. Elle sentait sur elle le poids de dizaines de regards curieux, parfois méprisants, souvent calculateurs. Les matrones de la gentry chuchotaient derrière leurs éventails, tandis que les jeunes gens l'observaient avec une pitié condescendante. Pour le monde, elle était la fiancée déchue, la fille ruinée, renvoyée par une famille trop noble pour elle. Malgré la tempête sociale qui faisait rage autour d'elle, Clara refusa de baisser les yeux. Elle redressa le menton d'un geste sec et croisa ses mains sur le tissu lourd de sa robe, trouvant dans sa propre fierté la force de rester debout. Elle n'était plus la jeune fille craintive qui avait fui le bal de Londres sous la pluie. Elle avait appris à aimer, et elle savait que son honneur ne dépendait pas du jugement de ces hypocrites. À l'autre bout de la pièce, la douairière Éléanore trônait sur un fauteuil surélevé, entourée de ses amies les plus influentes.
Elle tapotait son éventail contre sa paume, avec une régularité de métronome, observant Clara avec une froideur triomphante. Elle s'attendait à voir la jeune fille s'effondrer, fuir la pièce en larmes, confirmant ainsi sa défaite. Non loin de là, Julien discutait calmement avec le recteur et sa fille, la douce Marianne. Il jeta un regard d'encouragement à Clara, lui adressant un sourire discret qui lui réchauffa le cœur. Julien était libre désormais, et son bonheur naissant lui donnait la force de soutenir celle qui avait failli être sa prisonnière. Soudain, les conversations s'interrompirent. Les murmures s'éteignirent un à un, remplacés par un silence solennel. Lord Arthur Rutherglen venait d'entrer dans la salle de bal. Le comte portait son habit de cérémonie noir, orné des distinctions de son rang. Sa haute stature et sa prestance naturelle imposaient le respect. Mais ce fut son expression qui saisit l'assemblée. Son visage d'ordinaire si fermé, ce masque de glace qu'il arborait en toutes circonstances, s'était adouci. Ses yeux bleus, d'une clarté magnifique, balayèrent la foule sans s'y arrêter, cherchant une seule et unique personne. Lorsqu'il aperçut Clara près de la colonne, son regard s'illumina d'une promesse silencieuse. Arthur traversa la piste de danse d'un pas mesuré et résolu. La foule s'écarta devant lui, ouvrant un passage royal au maître des lieux. Il ignora les salutations des lords et les sourires engageants des jeunes débutantes. Ses pas le menèrent droit vers Clara. Lorsqu'il s'arrêta devant elle, le silence dans la pièce était si profond que l'on aurait pu entendre le crépitement des bougies. Clara retint son souffle, son cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Arthur s'inclina devant elle, avec une déférence infinie, un respect qu'il n'avait jamais montré à aucune autre femme. Puis, il tendit sa main droite vers elle, la paume ouverte. « Me feriez-vous l'honneur de m'accorder cette première danse, mademoiselle Vance ?» demanda-t-il d'une voix grave et claire, qui résonna distinctement aux oreilles des invités les plus proches. Clara le regarda. Elle vit la sincérité absolue qui brillait dans ses yeux bleus et la force tranquille de sa main tendue. Il ne lui offrait pas seulement une danse, il lui offrait sa protection, son nom et sa vie entière devant le monde réuni. Sans hésiter une seconde, elle posa sa main dans la sienne. Ses longs doigts chauds se refermèrent sur les siens avec une douce fermeté. « Avec le plus grand plaisir, Lord Rutherglen, » répondit-elle doucement. Arthur la conduisit au centre de la piste. Au même moment, l'orchestre commença à jouer les premières notes d'une valse lente et majestueuse. Arthur passa son bras gauche autour de la taille de Clara, la ramenant contre lui avec une assurance tranquille, tandis que sa main droite gardait la sienne prisonnière. Ils commencèrent à danser. Leurs mouvements étaient d'une harmonie parfaite, comme s'ils avaient été faits l'un pour l'autre depuis toujours. Autour d'eux, le monde sembla s'estomper. Les chuchotements, les regards malveillants, la présence étouffante de la douairière, tout cela s'évanouit pour ne laisser place qu'à la musique et à la chaleur de leur étreinte. « Regardez-moi, Clara !» murmura Arthur en se penchant légèrement vers elle, tandis qu'il tournait sous les lustres. « Ne regardez que moi. Je ne vois que vous, Arthur, » répondit-elle dans un souffle, un sourire radieux illuminant enfin son visage. « Le monde sait désormais que vous n'êtes plus la fiancée de mon frère, » poursuivit-il, son regard bleu plongé dans le sien avec une ferveur indicible. « Et dans quelques instants, avant que le bal ne se termine, j'annoncerai officiellement nos fiançailles. Vous serez ma comtesse, Clara. Plus personne n'osera jamais chuchoter sur votre nom, car votre honneur est désormais le mien. » Clara sentit une larme de bonheur perler au coin de son œil, mais elle la chassa d'un battement de cils. Elle serra légèrement l'épaule d'Arthur, se rapprochant encore de lui. « Vous avez bravé votre mère, votre famille et les conventions pour moi, » dit-elle. « J'aurais bravé l'enfer lui-même pour vous garder, » répliqua-t-il avec une intensité sauvage. « Cette nuit sous la pluie à Londres, je ne savais pas qui vous étiez, mais mon cœur avait déjà choisi sa reine. Je n'ai fait que suivre le chemin qui me menait à vous. » Pendant que la valse les emportait, Clara jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule d'Arthur. Elle vit la douairière Éléanore, immobile sur son siège,
qui venait de rouvrir lentement son éventail, son visage de marbre trahissant une résignation amère. Elle vit Julien, qui tenait la main de Marianne en les regardant danser, un sourire de pure joie sur les lèvres. Le scandale s'était transformé en un triomphe de l'amour, et la ruine sociale s'était effacée devant la puissance du comte de Rutteglen. La musique s'acheva sur une note vibrante. Arthur et Clara s'arrêtèrent au centre de la piste, toujours enlacés. Arthur ne relâcha pas la main de Clara. Il se tourna vers l'assemblée, sa haute stature dominant la pièce, et prit la parole d'une voix forte qui ne souffrait aucune contestation. « Mes chers amis, dit-il, je suis heureux de vous annoncer que mademoiselle Clara Vance a accepté de devenir mon épouse. Elle sera la prochaine comtesse de Rutteglen. » Un murmure de surprise, cette fois mêlé d'admiration et d'applaudissements timides qui devinrent rapidement chaleureux, s'éleva de la foule. La société s'inclinait devant la volonté du comte. Arthur se tourna à nouveau vers Clara. Il prit son autre main, les unissant toutes deux entre les siennes. Il ne faisait plus tourner son anneau sigillaire. Ses mains étaient enfin apaisées, ancrées dans celles de la femme qu'il aimait. « Vous êtes chez vous, Clara, » murmura-t-il avec une tendresse infinie, « pour toujours. Avec vous, Arthur, je serai toujours chez moi, » répondit-elle. Sous les applaudissements de la gentry et sous le regard bienveillant de Julien, Arthur se pencha et déposa un baiser tendre et passionné sur les lèvres de Clara, scellant ainsi leur union devant le monde et transformant à jamais la jeune fille de la pluie en la souveraine de son cœur et de sa vie.